Notre monde, l'émission géopolitique de Majira TV, aujourd'hui consacrée à l'avenir des Balkans. L'effondrement de l'ordre bipolaire de la guerre froide après la chute du mur de Berlin en novembre 1989 et la disparition de l'Union soviétique en 1991 ont durablement bouleversé les équilibres géostratégiques en Europe. L'éclatement de la Yougoslavie à partir de 1991 a fait ressurgir le spectre de la guerre sur le sol européen. Entre 1991 et 1999, année marquée par l'intervention de l'OTAN au Kosovo, des guerres meurtrières, plus de 150 000 morts, ont secoué les Balkans. Des menaces nouvelles ont surgi, telles que l'implantation de l'islam radical dans les Balkans. En témoigne l'attaque terroriste de Vienne du 2 novembre dernier, menée par un Albanais de Macédoine et revendiquée par l'organisation État islamique. Par ailleurs, l'explosion de la criminalité organisée d'origine balkanique s'étend aujourd'hui à toute l'Europe, avec des ramifications dans le monde entier. 20 ans après la guérilla menée par les Albanais du Kosovo, les fantômes du passé reviennent nous hanter. Le 5 novembre dernier, le président du Kosovo, Hashim Thaçi, et son bras droit, Kadri Veseli, anciens membres de l'armée de libération du Kosovo, UÇK, ont démissionné pour répondre devant une cour de justice à La Haye d'accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'an dernier, en 2019, c'est le Premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj, qui avait dû démissionner pour les mêmes raisons. À la suite des élections présidentielles aux États-Unis, la nouvelle administration américaine devra faire face à ce legs toxique du passé. Dans ces conditions, quel est l'avenir des Balkans? Notre invité, Alexis Troud, historien, écrivain et spécialiste français des Balkans, nous fait part de son analyse. Bonjour Alexis Troud, vous suivez assidûment les évolutions géopolitiques dans les Balkans depuis l'éclatement de la Yougoslavie en 1991. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les Balkans, dont Balkans, la fracture, paru en 2017, qui interroge sur les Balkans en tant que base européenne du terrorisme islamique. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage paru en 2020 sur les relations franco-serbes intitulé « La France et la Serbie, des siècles d'amitié ». Je vais vous poser d'emblée la question suivante. Les turbulentes élections présidentielles américaines du 3 novembre dernier vont-elles, selon vous, changer la donne dans les Balkans et comment entrevoyez-vous l'avenir des Balkans? Alors, je vous remercie pour cette question et j'en profite pour dire bonjour aux téléspectateurs. Alors effectivement, les États-Unis sont un acteur majeur dans les Balkans et ce depuis la fin des années 80, au moment de la fin de la guerre froide. Les élections dernières américaines ont mis en exergue une opposition très forte entre Joe Biden, soutenu par le lobby pro-albanais, et Trump, soutenu par la très forte diaspora serbe. Et cela nous rappelle en fait le rôle que Joe Biden avait dans les années 90, déjà en tant que colistier de John McCain au Congrès américain pour systématiquement prendre parti pour les Albanais et punir les Serbes. On se souvient qu'il avait appelé de toutes ses forces au bombardement inique sur la ville de Belgrade en pensant que ça réglerait la situation, alors que ce n'a fait qu'envenimer cette situation, et on le verra tout à l'heure. Alors qu'en est-il aujourd'hui? En fait, les États-Unis sont un acteur majeur, notamment en termes militaires. Ils ont quelques bases assez importantes, comme un peu partout dans le monde. Ils ont utilisé une stratégie de déploiement militaire importante. La 6e flotte américaine se déploie sur toute la mer Méditerranée, notamment en mer Adriatique. En Bosnie-Herzégovine, il y a la fameuse base de Tuzla. En Bulgarie, 2 bases et en Roumanie, 4. Mais ce qui est important pour nous, c'est dans cet État autoproclamé du Kosovo, la base de Bondsteel, du nom d'un militaire américain qui est mort pendant la guerre du Vietnam. Et cette base est assez significative puisqu'elle compte pas moins de 8000 personnes. Elle est faite pour durer.
et c'est actuellement la base la plus importante du dispositif américain en Europe. Or, elle se trouve pile au cœur des Balkans, à la confluence entre l'axe de pénétration nord-sud qui va de Budapest à Salonique, et l'axe finalement soutenu par l'Union européenne et les États-Unis, mais aussi l'axe de déploiement des États-Unis vers l'est de l'Europe, qui est l'axe 4, le corridor 4, pan-européen 4, qui reprend exactement le même tracé que le projet AMBO américain des années 90. Et donc, dans ce contexte, si vous voulez, les États-Unis sont vraiment l'acteur dominant dans les Balkans. Politiquement, ce sont eux qui ont pignon sur rue en Macédoine du Nord, puisque en Macédoine du Nord, par une révolution orange qu'ils ont appelée de leur vœu et qu'ils ont largement favorisée, eh bien, il y a un président actuellement, Zoran Zaev, qui est président de la Macédoine sans avoir été élu. De la même façon qu'au Monténégro, pendant 30 ans, M. Milo Djukanovic, qui a perdu les dernières élections législatives, mais qui reste président, eh bien, Milo Djukanovic, à la faveur des Américains, et grâce à cela, eh bien, le Monténégro est récemment rentré dans l'OTAN. Et même en Bosnie, eh bien, le parti pro-musulman SDA du chef donc musulman, du parti musulman, M. Izetbegovic, est en faveur des Américains. Donc, face à la Chine et face à la très belle géopolitique de la Russie, les États-Unis restent vraiment un acteur majeur. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont pouvoir régler certaines questions dans les Balkans, notamment celle du Kosovo. Justement, à propos du Kosovo, le 5 novembre dernier, la démission du président du Kosovo, Hashim Thaçi, et de son bras droit, Kadri Veseli, ancien chef des services de renseignement du Kosovo, accusés tous deux de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité contre des centaines de civils serbes, albanais et roms à la fin des années 1990. C'est un événement marquant au niveau régional et global. Et quelles vont être les implications pour le Kosovo, selon vous, en termes de démocratisation? Je suis assez pessimiste. Pourquoi? Alors effectivement, hein, ce que nous appelions de nos voeux, hein, nous démocrates, c'est-à-dire l'arrestation de Hashim Thaçi, est la bienvenue, puisque Hashim Thaçi était à la tête de l'UCK, l'Armée de libération du Kosovo, dès les années 96-98, un des principaux instigateurs, non seulement de cette guerre menée contre l'armée yougoslave, mais aussi d'exactions très fortes. Il est jugé actuellement par ce fameux tribunal spécial du Kosovo pour des actes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment un trafic d'organes qui avait été opéré contre les prisonniers militaires serbes, mais aussi contre des Albanais ou des Roms dans la région du nord de l'Albanie, après la guerre même, c'est-à-dire en temps de paix, à partir de l'an 2000. Donc, M. Thaçi va avoir un jugement qui sera historique. Pour le moins, les principaux acteurs actuellement au Kosovo sont encore plus nationalistes que lui. Actuellement, le Premier ministre, donc Hashim Thaçi, était président, hein, il vient d'être envoyé à La Haye, mais le Premier ministre, qui est M. Abdullah Oti, n'en veut pas moins la poursuite du programme national qui avait été imprimé par Hashim Thaçi. Et dans l'opposition qui avait à 2% près avait gagné les élections aux dernières élections législatives, dans l'opposition, le chef du parti VTN Dossé, qui est le parti de l'autodétermination, qui est M. Albin Kurti. Albin Kurti est beaucoup plus nationaliste, puisque Albin Kurti n'est pas pour le processus de dialogue que Pristina, la capitale du Kosovo, avait entamé avec Belgrade, capitale de la Serbie, dès 2013. Et donc, il est pour une politique beaucoup plus radicale. Et à mon avis, si vous voulez, le fait que Hashim Thaçi soit mis hors de jeu du jeu politique au Kosovo permet à des gens comme Albin Kurti de revenir sur le devant de la scène. Et si Albin Kurti parvient à la tête du parti majoritaire qu'il a au Parlement
à faire pression sur le Premier ministre pour rompre les négociations avec Belgrade, cela peut amener un risque très fort de déstabilisation et notamment, tout simplement, la remise en cause de la frontière, puisque que ça soit Hashim Thaçi, que ça soit M. Hoti, que ça soit M. Kurti, ils sont tous pour un rapprochement avec l'Albanie voisine, c'est-à-dire qu'on verrait dans ce cas-là, en temps de paix, fait unique dans l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle maintenant, donc dans l'histoire depuis 1945, eh bien le rapprochement de deux nations et donc le non-respect de la frontière internationale qui existe depuis 1945. Donc à mon avis, cet événement ne fait que renforcer les nationalistes au Kosovo et je vois mal comment la communauté internationale pourrait empêcher ce rapprochement entre l'Albanie et le Kosovo. Puisque de l'autre côté, géographiquement, les Albanais, par exemple, du triangle Preševo, Medveđa, Bujanovac, c'est-à-dire du sud de la Serbie, ont déjà dit qu'ils allaient déclarer leur propre autodétermination et qu'ils allaient demander un rattachement au Kosovo. Et vraiment, ce qui est la cerise sur le gâteau, au nord du Kosovo, au nord de la Macédoine, au nord du petit pays qu'on appelle maintenant la Macédoine du Nord, eh bien, la forte minorité albanaise, depuis déjà plusieurs années, voit d'un très bon œil ce qui se passe de l'autre côté de la frontière et essaye d'avoir des liens très forts avec les dirigeants, quels qu'ils soient au Kosovo. Donc, ce à quoi nous assistons sans aucune véritable réaction de l'Union européenne, et c'est à mon grand étonnement, c'est ce dont nous avions peur, ce que nous craignions dès les années 90, c'est-à-dire la création de facto d'une grande Albanie. Est-ce que ce processus est favorisé par la Turquie? Ah, alors, la Turquie est un acteur très important dans la région. Je dirais que la Turquie, sur le plan militaire, mène une très belle politique néo-ottomane, puisque la Turquie a pu avoir, par exemple, une zone de contrôle au Kosovo, justement, dans une région où une minorité musulmane, qu'on appelle les Gorani, a été entièrement chassée par les Albanais, et c'est l'armée turque qui a pris le contrôle de cette petite région. Je sais que l'armée turque a de très bonnes relations militaires aussi avec la Bosnie, mais ce qui peut paraître étonnant, les meilleures relations qu'a Erdogan dans la région, c'est avec le Serbe Vučić. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moins de 800 entreprises turques en Serbie. La Serbie a signé plusieurs traités militaires importants avec la Turquie. Et donc, si vous voulez, la Turquie, s'appuyant sur la Serbie et donc la Bosnie, si vous avez bien compris, eh bien, est en train de créer une sorte de mini-fédération économico-militaire qui réunit la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Macédoine du Nord. Donc la Turquie a une influence, certes, dans les Balkans, une influence qui s'appuie sur cette tradition historique de présence multiséculaire dans les Balkans, mais dans un sens qui est plutôt assez moderne, finalement, d'union militaire et économique. Et je vois mal comment Erdogan pourrait allumer le baril de poudre, comme il l'a fait en Syrie ou en Libye. Il a plutôt intérêt dans cette région à pousser ses pions et à avoir ses accords commerciaux et militaires dans une relative paix. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Alexis Troud, sur l'ampleur de l'emprise du crime organisé, non seulement dans la région, enfin dans les Balkans, mais également sur ses conséquences pour le reste de l'Europe? Alors effectivement, hein, vous savez que les Balkans, c'est un peu le trou noir de l'Europe. Dans un livre qui va paraître assez prochainement, hein, où j'analyse ces questions-là, il est évident qu'on est vraiment ici, l'Union européenne a beaucoup attendu, et en rejetant au calendrier grec l'intégration de pays comme la Bosnie-Herzégovine, comme la Serbie, comme la Macédoine, voire même le Monténégro, l'Union européenne n'a fait que laisser envenimer des choses. Pourquoi? En fait, depuis la chute du mur, les Balkans sont une zone de non-droit
par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport à la Russie. Dès la fin des années 90, le trafic d'armes était très important. Pourquoi? Parce que, à la fin, sur si vous voulez, sur les cendres des guerres yougoslaves, eh bien, beaucoup d'armes ont commencé à transiter un peu partout en Europe. Ces armes qui venaient et des caves et surtout des garnisons de ce qu'on appelait territorialna odbrana, c'est-à-dire la défense territoriale. Il faut savoir que dans l'ex-Yougoslavie, jusqu'à la Yougoslavie titiste, le système était fait pour se défendre contre l'Union soviétique, et donc il y avait pratiquement une garnison et une cache d'armes par village. Or, malheureusement, ces armes ont servi aux guerres yougoslaves, et ces armes n'ont pas été contrôlées depuis. Ce sont ces armes qui, eh bien, par ce qu'on appelle la route des Balkans, arrivent en Europe de l'Ouest par bus ou par voiture, au compte-gouttes certes, mais arrivent quand même. Et ce sont ces armes qu'on retrouve, notamment les fameuses Kalachnikov, qu'on retrouve très souvent entre les mains de caïds de cités, dans beaucoup de villes françaises, par exemple. Alors, il y a le trafic d'armes qui a été démultiplié après, on s'en souvient, le pillage systématique en 1998 en Albanie par la population de toutes les armes détenues dans les garnisons. Il y avait eu plusieurs semaines où le pouvoir était dans une sorte de vacances, et donc l'anarchie régnait. Et dans cette vacance du pouvoir, eh bien, la population elle-même s'est servie, et la population albanaise a pu récupérer les armes. Et c'est ce qui, malheureusement, s'est retrouvé même dans le terrorisme, puisque ce sont ces armes albanaises et cette filière albanaise qui a permis d'armer le djihadiste qui, il y a quelques années, eh bien, a attaqué la population française à Nice. Et encore récemment, lors du deuxième attentat de Nice, il y a quelques semaines, là aussi, c'est cette filière albanaise qui a permis à ce Tunisien de se procurer des armes. Donc la question de l'armement est très forte. Ensuite, il y a la question de l'esclavage moderne, c'est-à-dire de la prostitution féminine. Il est un fait notoire, et bon, beaucoup de spécialistes ont démontré jusqu'à maintenant que dans nos rues, à Berlin, Londres ou Paris, eh bien, les proxénètes albanais, mais aussi serbes ou monténégrins, eh bien, depuis quelques années, ont amené des filles qui, malheureusement, ce qu'on pourrait appeler aussi la traite des blanches, hein, des filles qui viennent de l'extrême-orient, c'est-à-dire de Moldavie, de Biélorussie, l'Ukraine, qui sont, entre guillemets, préparées, notamment dans des régions comme le Kosovo ou le sud de la Serbie, et ensuite envoyées partout en Europe. Et les chiffres sont assez importants. Hein. Là, je parle de plusieurs milliers de personnes et d'un trafic très lucratif depuis plus de 20 ans. Il y a aussi la question de la drogue, puisque maintenant, la mafia albanaise a, en commençant par la Suisse, a réussi ces dernières années à supplanter tous les autres réseaux mafieux dans le trafic de drogue, notamment le trafic d'héroïne et de cocaïne. Héroïne venant d'Afghanistan et cocaïne venant d'Amérique latine. Mais sur ces deux marchés, entre guillemets, eh bien, la mafia albanaise a pignon sur rue dans toutes les villes européennes. Et donc, cette mafia albanaise a profité, là encore, hein, vraiment d'une sorte de cécité de l'Europe pour cette région, afin de développer son réseau. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui est encore pire, c'est le fameux trafic d'organes que l'UÇK, donc l'armée de libération du Kosovo, avait commencé durant la guerre dite du Kosovo, en 98-99, et qu'elle a poursuivi dans les années 2000 à 2003, de façon systématique, trafic d'organes qui permettait à des cliniques situées dans des pays tels qu'Israël d'avoir des organes, mais c'est le député suisse Dick Marty qui l'a très bien démontré dans son rapport donné en 2008,
C'est Carla Del Ponte aussi, dans son livre autobiographique, qui en a très bien parlé, trafic d'organes en fait, qui pose des questions importantes, puisque c'est un trafic qui s'est fait au nez et à la barbe de l'OTAN, puisque l'OTAN contrôle le Kosovo, contrôle la frontière avec l'Albanie depuis 1999. Or, l'OTAN n'a pas vu ou n'a pas voulu voir ce trafic de plusieurs centaines de personnes tuées pour leurs organes et trafic qui s'est maintenu pendant plusieurs années. Donc, effectivement, pardon. Est-ce que ce trafic est avéré Oui, ce trafic est avéré, puisque Carla Del Ponte en a parlé. Dick Marty a fait un rapport au Conseil de l'Europe le démontrant, et c'est ce qui est un peu, si vous voulez, le point faible actuellement du dispositif européen et plus largement de l'OTAN dans la région. Donc, c'est vrai que sur ces 4 plans, que ce soit l'esclavage sexuel, le trafic d'armes, la drogue et le trafic d'organes, les Balkans sont devenus vraiment un trou noir de l'Europe. Ce que vous nous présentez là nous horrifie. Et autre menace effrayante, dans votre livre Balkans, la fracture, vous examinez la menace islamiste en provenance des Balkans. Quelle est votre analyse concernant cette menace après l'attentat du 2 novembre à Vienne, attentat revendiqué par l'État islamiste et perpétré par un homme apparemment originaire d'une famille albanaise de Macédoine. Donc attentat qui a fait 4 morts et 23 blessés et qui a semé la terreur dans la capitale autrichienne. Alors, en fait, tout le monde se souvient du gang de Roubaix. Rappelez-vous ces jeunes Français qui étaient partis se battre en Bosnie et qui sont revenus après en France aguerris d'une pratique militaire, et grâce à ça, qui, pour Al-Qaïda à l'époque, se battait et faisait le coup de main un peu partout en France. On a mis beaucoup de temps, et beaucoup trop de temps, à comprendre qu'en fait, il y a une continuité entre la guerre en Bosnie, 92-95, et tout ce qui nous arrive aujourd'hui. En fait, la guerre en Bosnie n'est qu'un laboratoire, puisque durant cette guerre, il n'y a pas moins de 3000 moudjahidines qu'on appelait à l'époque des Afghans. En fait, c'était des candidats au suicide qui se battaient pour un idéal radical islamiste, qui venaient de pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, et qui sont allés se battre pour le compte d'Al-Qaïda en Bosnie. 3000. Or, sur ces 3000, beaucoup d'entre eux sont restés. Ils sont restés en Bosnie dans des camps d'entraînement qu'ils ont transformés petit à petit en villages. Et donc, camp d'entraînement, village avec une organisation autonome, et puisqu'ils voulaient y rester, ils ont fait venir des femmes aussi de ces régions étrangères. Et donc, vous avez au nord de la Bosnie des villages comme Donja Maocha ou Dobrinj. Vous avez à quelques encablures, à quelques kilomètres de la capitale Sarajevo, là aussi un village de ce genre, où fréquemment, le drapeau de l'État islamique flotte et où des hommes et des femmes s'entraînent à la guerre. Donc, tout ça devait déboucher sur quelque chose. Deuxième région où il y a des camps d'entraînement, c'est le Kosovo. C'est-à-dire que l'UCK, sur le modèle un peu du narcotrafic des FARC en Colombie, l'UCK, qui est au départ une guérilla marxiste qui s'est battue pour la libération du Kosovo, très vite s'est allié aux mafias locales, dont on parlait tout à l'heure, et avec des trafics mafieux, et bien, avec cet argent de la mafia, si vous voulez, déverser son activité vers l'islamisme radical. Et donc, à partir des années 2000, vous avez au sud du Kosovo, là aussi, des camps d'entraînement où venaient des jeunes Macédoniens ou des jeunes Albanais venus du pourtour du Kosovo s'entraîner. Donc, camp d'entraînement en Bosnie, camp d'entraînement au Kosovo,
et bien tout cela devait déboucher à partir de 2015 sur ce qui nous arrive depuis donc 4 ans. C'est-à-dire que lorsque la route des Balkans, c'est-à-dire cette route faisant venir énormément de jeunes migrants en Europe de l'Ouest, en provenance du Moyen-Orient, mais traversant les Balkans, eh bien, s'est développée. Cette route a ouvert la voie aussi à ces guérillas, à ces groupes mafieux, qui ont vu là l'occasion de pouvoir envoyer vers l'Europe de l'Ouest des candidats au djihad. Et donc, le résultat, je le dis dans mon livre « Les Balkans à la fracture », et puis dans le livre qui va paraître sur les Balkans, une zone grise en Europe, le résultat est vraiment effroyable. En novembre 2015, lorsqu'il y a les attaques répétées, rappelez-vous, du Stade de France, sur les 3 candidats au suicide, 2 venaient des Balkans. Et leurs armes venaient aussi de cette région-là. Ensuite, quelques mois plus tard, lorsque le djihadiste attaque la foule en conduisant un camion au cœur de Nice, eh bien, les armes venaient directement d'Albanie. Et vous l'avez dit, l'attentat à Vienne a été fait par un jeune d'origine albanaise de Macédoine du Nord. Mais si vous voulez, l'enquête dira, surtout ce qui est plus important, ce n'est pas son origine ethnique, mais l'enquête nous dira si, malheureusement, comme dans les autres cas, eh bien, il n'a pas été armé et puis entraîné par des gens, eux, qui font partie de ces groupes, qui ont pignon sur rue à Vienne ou en Suisse, c'est-à-dire de ces groupes terroristes albanais liés au djihad. Pour continuer sur une note un peu plus positive, à la lumière de votre dernier livre, comment est-ce que vous voyez l'évolution des relations entre la France et la Serbie? Alors, c'est vrai que c'est un thème très différent, mais qui nous tient à cœur, puisqu'on vit et puis mon domaine de recherche m'amène à vraiment faire le lien entre les 2 pays très souvent. Les auditeurs savent peut-être que la France et la Serbie nouent une amitié multiséculaire depuis le Moyen-Âge, hein, où beaucoup de rois et de reines serbes ont été liés directement à la France. J'en veux pour exemple Hélène d'Anjou, qui était mariée au roi Stéphane Nemanja. Hélène d'Anjou qui s'est convertie à l'orthodoxie au XIIIe siècle pour rester et consacrer sa vie à cette région d'Europe. Nous n'avons pas le temps de développer plus loin, mais si vous voulez, l'autre moment important, c'est évidemment la Première Guerre mondiale, lorsque 500 000 soldats de l'armée française d'Orient vont se battre dans les Balkans et vont se battre aux côtés de Russes, de Tchèques, de Slovaques, mais surtout de l'armée serbe qui avait été défaite par une coalition d'armées et autrichienne et allemande, mais l'armée serbe qui renaît grâce aux médecins militaires français sur l'île de Corfou, plus grande opération de rétablissement d'une armée par les médecins militaires de notre armée en temps de guerre. Et cette armée remise, eh bien, à partir de l'île de Salonique, va libérer toute la région, c'est-à-dire la Macédoine, la Serbie, la Bosnie, et arriver jusqu'à Trieste, main dans la main, je dirais, avec l'armée française. Et ce qui fait que vous avez une tradition très forte en France comme en Serbie. En France, lorsque je donne des conférences sur ce thème-là, mais à la fin de la conférence, il y a à chaque fois des gens qui viennent me dire qu'ils ont vraiment un oncle, un grand-père qui était sur le front de Salonique, mais en Serbie aussi, hein, cette amitié est restée très vivace. Hein. J'en veux pour preuve, en plein cœur de Belgrade, vraiment le monument que personne ne peut rater en se promenant dans le parc de Kalimegdan, un monument où est inscrit « Nous aimons la France comme elle nous a aimés ». C'est vrai que dans une période plus récente, autant François Mitterrand, et je le dis dans ce dernier livre, autant François Mitterrand a toujours soutenu les Serbes, par amitié et fidélité avec, en fait, un camarade de combat
lors de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'après, par exemple, Jacques Chirac avait à 2 reprises ordonné le bombardement des lignes serbes en République serbe de Bosnie, en 1994, et puis avait permis le bombardement, donc coalisé avec les États-Unis, mais quand même permis le bombardement de Belgrade. Et donc, on avait senti à ce moment-là des liens qui se distendaient. Depuis 2016, il y a en fait une nouvelle politique de la France. C'est la France qui s'est rendu compte que finalement le pays le plus stable et avec un ancrage historique important et en même temps des qualités de son élite dirigeante aussi assez remarquables. Grâce à cela, la France a décidé que c'est la Serbie qui serait une sorte de pôle de stabilité de toute la région et que si, dans le processus d'intégration européenne, eh bien, une partie de ces pays rejoignait l'Union européenne, la Serbie en serait le chef de file. Donc, en quelque sorte, la Serbie devient en fait, pour la France, le Piémont des Balkans. Alors, au même moment, je me souviens, un monsieur qui est maintenant, qui s'occupe, qui a été nommé par le président Macron, le monsieur Europe de l'Est au Quai d'Orsay, était en 2016-2017 encore ambassadeur de France à Belgrade. C'est monsieur Mondolini qui me dit, vous savez, nous n'avons rien fait pendant 20 ans, il est temps de rattraper le temps perdu. Et effectivement, je pense que la France rattrape le temps perdu. La France, c'est encore le pays qui a le plus grand nombre qui a l'influence économique la plus importante. On le voit quand on est en Serbie. Des groupes comme Lafarge, comme la Société Générale, sont assez bien implantés. La France a toujours, vous l'avez compris, une aura très importante dans la population et la francophilie est très forte. Et donc, je pense que dans les années qui viennent, il y aura vraiment une inflexion assez intéressante avec des liens qui ne vont que s'améliorer entre la France et la Serbie. Et donc, sur cette note optimiste, quelles sont vos recommandations afin que les Balkans ne constituent plus une menace pour l'Europe et pour l'Occident en général? Il ne faut pas se tromper de bataille. Il y a plusieurs choses. En fait, c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter pour intégrer ces pays-là à l'Europe. On se souvient, en fait, et maintenant, des gens comme Michel Fouché ou d'autres l'ont dit lors de colloques, on se souvient que l'absorption peut-être trop rapide en 2004 puis en 2007, 2004, 10 pays, 2007, Bulgarie et Roumanie, donc de 12 nouveaux pays d'Europe orientale très rapidement, avait été une mauvaise décision. Et quand on prend l'exemple de la Roumanie, par exemple, la Roumanie, malgré son intégration européenne, a un niveau de vie, et donc un niveau de vie moindre, par exemple, que la Serbie, dont on vient de parler, et des affaires de corruption encore très importantes. Donc il ne faut pas se précipiter dans l'intégration européenne. Mais par contre, je vois très bien, et là, à ce moment-là, ça serait une sorte de, comme on dit maintenant, de packaging. Je vois très bien, en fait, l'entrée de la Serbie, donc ce qu'on appelle les Balkans occidentaux, donc Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Bosnie-Herzégovine, tout ensemble, dans une sorte déjà d'union économique. Il faudrait que l'Union européenne, très rapidement, c'est-à-dire d'ici quelques années, dans une échéance vraiment très courte, eh bien, propose au moins une union économique. Pourquoi? Ben déjà, vous l'avez compris, la Russie a une géopolitique très forte. Elle est en train de refaire très rapidement la ligne de chemin de fer Belgrade-Monténégro. La Chine, elle aussi, développe très vite l'énergie, le secteur minier en Serbie. Et puis la Turquie a déjà signé, on l'a dit, on en a parlé tout à l'heure, une sorte de mini Schengen entre 3 de ces pays-là. Donc uniquement, ne serait-ce que par rapport aux géopolitiques chinoises, russes et turques, l'Europe devrait très rapidement proposer une union économique, et comme elle l'a fait à une époque, rappelons-nous, avec les pays d'Europe centrale, avant l'entrée dans l'Union européenne. Mais
Si vous voulez, à côté de ça, je pense que pour régler la question des Balkans, il faut absolument une conférence sur les Balkans, comme à chaque fois que les Balkans étaient dans une situation difficile. Comme en 1878, et ça a permis de régler la question du départ finalement définitif de l'homme malade de l'Europe, la Turquie, de cette région-là. Comme en 1948, cela avait permis à l'époque de régler les appétits voraces à la fois de l'Union soviétique et des États-Unis sur la Yougoslavie. Je pense qu'il est urgent de faire une conférence réunissant à la fois, évidemment, les grands acteurs internationaux dont on vient de parler, États-Unis, Russie, Union européenne, Chine, et les acteurs locaux, les présidents de ces 4 républiques, mais à une condition, si vous voulez, il faudrait que cette conférence, évidemment, remette à plat, pour qu'elle réussisse, remette à plat la question des frontières, nées de 1945. Pourquoi? Parce que autant l'Union européenne, par exemple, a voulu régler la question de la Bosnie en 1995 avec les accords de Dayton, mais en maintenant les frontières de 1945, autant ces frontières sont complètement dépassées, puisqu'en 1945, c'était des frontières titistes, créées par Tito, sans aucun référendum, sans aucune, si vous voulez, adhésion populaire. Alors, je ne vois pas pourquoi ces frontières, par exemple de la Bosnie, comme du Kosovo dont on vient de parler, qui sont des frontières dessinées sur une carte par un dirigeant communiste à l'époque, dans le même but que Staline, c'est-à-dire de diviser le peuple pour mieux régner, pourquoi ces frontières devraient rester? Et donc, je pense qu'une conférence internationale qui remettra à plat, par exemple, la question des Albanais, permettrait d'éviter une grande Albanie, puisqu'elle le redonnerait dans le giron de la Serbie pour ceux du Kosovo, comme dans le giron de la Macédoine pour ceux de Macédoine, un rôle plus important. Et les autorités de Serbie ou de Macédoine sont prêtes à accorder des droits déjà importants, tels que la confédéralisation sur le modèle suisse. De la même façon, elle permettrait de régler ce qui n'a toujours pas été réglé, c'est-à-dire le sort des Serbes, par exemple, de Croatie et de Bosnie. Pour vous donner un exemple, les Serbes de Bosnie ont leur propre État, qui s'appelle la République serbe de Bosnie, qui représente 49% du territoire de la Bosnie, mais ne s'entendent pas du tout avec la capitale Sarajevo. Et donc, on pourrait très bien imaginer que les Serbes de Bosnie puissent avoir un lien un peu plus distendu avec Sarajevo et un peu plus fort avec Belgrade, c'est-à-dire la matrice serbe. Mais tout ça passe par une conférence internationale qui réglera les questions. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, à la fois que j'évoquais tout à l'heure, une union économique avec une sorte de plan Marshall et en même temps une conférence qui règle les frontières, cette région pourrait très bien se développer. Elle en a tout à fait et les ressources économiques gigantesques. Hein, le Kosovo regorge de ressources en lignite, en zinc, en plomb, la Serbie en cuivre, bon, ressources agricoles aussi, sur les, bon, pas un hasard, c'est déjà les grands combinats italiens ou autrichiens lorgnent dessus parce qu'il y a d'énormes ressources. Donc il y a des ressources et en même temps, il y a des élites capables de diriger ces pays. On n'est plus à la fin des années 80 où les dirigeants étaient encore relativement empreints du système communiste. On a des élites maintenant qui ont été formées dans les meilleures universités. Donc je suis assez optimiste. Et il n'y a pas de raison que les Balkans, de toute façon, géographiquement, soient en dehors du cours de l'histoire et ne soient pas je ne pense pas l'Union européenne, ne soit pas dans une sorte d'espace européen tel qu'il va se dessiner dans les prochaines années. Alexis Troud, un grand merci pour cette analyse très détaillée des nouveaux équilibres géostratégiques dans les Balkans et de l'avenir que vous avez esquissé pour cette région. Un grand merci. Au revoir. Et merci à vous, hein, et j'espère que j'étais assez clair et que ce sera une émission qui va permettre à nos auditeurs vraiment de comprendre un peu mieux les enjeux dans cette région, je le rappelle, hein, qui est une région européenne et qui est au cœur de l'Europe, et donc avec laquelle il faut absolument travailler. Merci beaucoup.